Bonjour à tous, dans cette 28e séance en Java, nous allons enfin aborder les fichiers et la gestion de différents fichiers ou même de répertoires avec ce langage de programmation. On va voir beaucoup de choses, il y a pas mal d'autres, on va dire de nouvelles classes que nous allons aborder et donc pas mal de méthodes. Donc pareil, soyez assez attentifs, parce qu'il y a beaucoup d'éléments et on verra aussi, on va dire des outils qui sont assez optimisés avec bien sûr l'usage qu'on peut avoir aujourd'hui en informatique. Parce que Java, comme vous le savez, vous commencez à le savoir un petit peu, propose donc des API qui ont évolué avec le temps et qui ne sont pas forcément plus devenus obsolètes par la suite. Donc vous pouvez retrouver plein de manières différentes finalement de gérer et de manipuler des fichiers. Mais nous allons voir une méthode qui est celle, on va dire, qui vise à remplacer les vieilles API de Java et qu'on va aborder ensemble en vidéo. Je vais reprendre un code classique, comme d'habitude, pas de nouveau. Nous allons utiliser pour cela l'API de NHIO, d'accord, qui en fait est de la version 2 d'ailleurs, pour être plus exact, qui va utiliser en fait beaucoup d'outils nouveaux, d'accord. On va avoir notamment des classes qui sont comme à l'époque, mais qui ont un nouveau nom, puisque ce sont en fait des nouvelles versions de ces classes. Et on va comme ça utiliser tous ces trucs-là. C'est également une API qui propose donc tout un tas d'interfaces et de classes non bloquantes. Donc ça va être bien plus pratique par rapport à ce que nous voulons faire. Et surtout plus à jour avec, encore une fois, l'usage de l'informatique aujourd'hui. Donc on y va. Alors il faudra sûrement que j'importe pas mal de choses, mais on le fera au fur et à mesure, que j'aime bien faire toujours comme ça, en fonction de ce dont j'ai besoin. Et nous allons d'abord définir un chemin, d'accord, par rapport par exemple à un fichier que nous allons pouvoir ouvrir, que ce soit après en lecture ou en écriture. On verra ça. Alors, je vais bien sûr créer un petit fichier d'exemple. On va faire un fichier texte. Donc info.txt. Voilà. Et on va aller ici. Pour Java, tout évidemment est représenté par pas mal de classes, pas mal d'interfaces. Vous commencez maintenant aussi à vous y habituer. Donc on ne peut pas se dire qu'un fichier c'est juste un nom et terminé. On va manipuler tout un tas de classes ou d'interfaces éventuellement, ça dépendra des cas, en fonction des types d'informations que nous voulons avoir. Donc pour notre fichier, nous devons avoir le chemin vers ce fichier, d'accord. Et pour cela, nous avons une classe particulière à utiliser, même deux classes en réalité, qui vont nous servir en Java pour pouvoir, par exemple, quelque part ici, pouvoir cibler ce fichier que nous allons vouloir ouvrir par la suite. Donc là, ce que je vais faire, je vais déclarer une variable de type path. Alors comme c'est pour mon fichier, je vais appeler ça f. Et ensuite, nous allons utiliser une autre classe qui ici, comme vous voyez, prend un s et qui propose pas mal de méthodes statiques qui sont donc très utiles par rapport à ce que nous voulons. Je vais vouloir récupérer donc le chemin complet en fait du fichier en question que je vais indiquer là. Comme je vais exécuter bien sûr, l'exécutable de mon programme sera dans ce répertoire, une fois que j'aurai compilé, et bien le fichier va se trouver au même endroit que l'exécutable, donc bien sûr, pas besoin de spécifier de sous-dossier, puisqu'ils seront tous les deux dans le même répertoire. Donc je n'ai plus qu'à indiquer le nom du fichier ici, et comme ça je vais récupérer le chemin. Alors là c'est parti, on va commencer avec les premiers imports, les premiers imports. Donc on va avoir NIO, normalement c'est dans File et Path, et ça doit être pareil pour l'autre, mais avec un petit S à la fin, voilà. Comme ça on aura tout ce qu'il nous faut ici. Donc là notre fichier est prêt, nous avons en tout cas le fichier que nous voulons manipuler, première étape. Ensuite, alors ça va déjà même être pas mal, on verra par la suite s'il faut faire d'autres choses, on parlera peut-être un petit peu d'encodage rapidement, mais là aussi le langage a évolué puisqu'on va travailler principalement en UTF-8. Donc le fichier que vous allez lire, eh ben, il sera bien sûr normalement dans l'encodage dans lequel il a été spécifié, dans lequel il a été en tout cas appliqué. Et après pour de l'écriture, par défaut, normalement Java maintenant travaille en UTF-8 aussi, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et moi je vous ai toujours habitué de toute façon à tout appliquer en UTF-8 pour pas avoir de soucis avec l'usage de l'Unicode et pas passer par des encodages un peu plus anciens, on va dire, un petit peu désuets, qui poseraient pas mal de problèmes avec la gestion notamment des caractères spéciaux, des caractères accentués, etc. Donc une fois que nous avons ça, on va pouvoir utiliser un tampon de lecture ou un tampon d'écriture selon ce que nous voulons faire. Donc on va passer ici par un buffered reader. On va commencer ça comme ça. Je vais appeler ça BFR bien sûr parce que c'est très recherché. Et ici nous allons utiliser une autre classe utilitaire qui possède donc encore une fois pas mal de méthodes statiques. Donc vous avez vu qu'ils les font généralement terminer par un S dans ce genre de cas. Donc là java.nio, je crois que c'est là-dedans. Hop. Si c'est pas là, de toute façon on verra après si je me suis couru, mais normalement c'est aussi pareil. Et d'ailleurs buffer reader, bon là par contre lui ça va être différent. Hop. Et là je vais pouvoir
utiliser une méthode. C'est un peu bizarre parce que la méthode a presque le nom d'une classe, donc ça faut pas se tromper. Encore une fois, hein, faites attention parce que sinon vous allez avoir des erreurs dans vos codes si vous écrivez ça un peu trop vite et après je verrai ça en commentaire parce que vous avez mal regardé dans le code. Donc c'est new en minuscule et ensuite buffered reader. D'accord. Et là ce qu'on lui passe, on lui passe le fichier tout simplement. Voilà. Donc ça c'est le plus simple à faire ici. Alors c'est vrai que non, j'avais laissé ça, c'est pas pour rien parce que bien sûr il peut y avoir des exceptions. D'accord. Toujours pareil, on doit gérer un moyen de différentes exceptions, je pourrais me le faire pour ça. Donc ça, même chose, moi je vais pas toujours l'indiquer. Ce sera à vous après d'aller voir dans les documentations, voir toutes les exceptions que peut déclencher une méthode. D'accord, ça c'est important. Mais nous ce qu'on va utiliser principalement, c'est une classe d'exception un peu particulière. Un type d'exception en particulier qui est IOException, voilà, qui s'utilise beaucoup pour les fichiers. Et ça va nous servir. Donc ça, comme c'est un traitement qui est principalement sensible à ce niveau-là, je vais bien sûr l'encadrer dans un bloc qui va bien. Alors non, hop. Je pourrais d'ailleurs mettre autre chose en fait, parce que on n'a pas forcément que ça, donc je vais en mettre deux. Encore une fois, c'est pas dit qu'on ait vraiment que ça. Et on mettra un finally, vous verrez pourquoi. Notamment ici pour fermer ici ce tampon avec une méthode close, qui doit arriver dans tous les cas pour être sûr d'être tranquille. Bon là on va faire un simple, juste affichage de message, mais bien sûr après vous mettez ce que vous voulez dans la gestion de vos exceptions ici, voilà. Comme ça c'est une exception propre ici au fichier, au système de fichiers, ça s'affichera là, ça passera par ça. D'ailleurs je vais mettre, ça se permettra éventuellement nous de voir s'il y a un problème précis. Je voulais faire quoi? Ça. Voilà. Si je mets rien avant, on ne saura pas forcément si c'est qu'il y a une erreur ou pas. Donc c'est bien d'avoir un élément visuel pour nous indiquer on est entré dans un catch ici. Voilà, comme ça on a vraiment ce qu'il faut à ce niveau-là pour la gestion, en tout cas de notre fichier. Donc une fois que ce tampon de lecture, en l'occurrence, est prêt sur notre fichier dont on a récupéré le chemin ici, avec cette méthode get, normalement, on peut procéder à toutes les opérations de lecture sur notre fichier. Donc là, il n'y aura pas grand-chose de compliqué. Vous avez la méthode read, tout simplement, qui va retourner un seul caractère. Alors elle va retourner ça sous forme d'entier, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc normalement, je pense que si je fais petit print line de bfr.read, parce que bien sûr ça s'utilise sur le tampon de lecture, on va pouvoir directement lire un caractère. On va, alors, tac, faire cannot find. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Buffer reader. Ah, c'est dans le finally qui est pas content, c'est normal. C'est normal. Voilà. Parce que je l'ai là en fait, donc forcément il doit pouvoir le trouver ailleurs. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Et ensuite, on l'a dans close. Il le fait parce que oui, effectivement, il ne peut pas forcément le garantir. Alors ce qu'on va faire de mieux en fait, hein, je vais pas le faire dans un finally, des fois c'est bien, mais des fois ça l'est moins. Donc on va faire ça comme ça. Et on fera directement la déclaration là. Voilà, comme ça tout est dans le try, il n'y a pas de problème. Parce que bien sûr, sinon, on a certaines exceptions qui ne sont pas toujours capturées. Et c'est pourtant ce que nous voulons. Voilà. Donc là 97, donc vous voyez clairement on a retourné ça, donc c'est le code, hein, le code en fait de ce caractère là. Donc je vous dis ça retourne ça sous forme d'entier. Donc bien évidemment on le récupère tel quel. Donc là c'est pas forcément on va dire plus pratique si vous voulez récupérer le caractère tel quel. Après éventuellement à moins de faire une conversion pour avoir ça sous forme de tout simplement la valeur même, hein, du caractère en question. Et sinon ce qui va être plus intéressant pour nous, plutôt que d'avoir juste un caractère en fait lu, c'est de passer par la méthode readline. Et là évidemment c'est déjà plus intéressant par rapport à ce que nous voulons faire ici, parce qu'on va retrouver ceci. Si je fais une deuxième lecture, pareil, sinon on peut passer par une boucle, hein, mais c'est pour vous montrer rapidement que bien évidemment on a comme un curseur, d'accord, qui donc
attend hein, est positionné à un certain endroit. Donc si on a lu la première ligne, si on fait la lecture d'une autre ligne, et ben, il ne va pas relire la première, il lira la seconde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous pouvez facilement, bien sûr, après, utiliser toute une boucle ou même d'autres méthodes. Mais après, bon, les méthodes directement qui liraient tout d'un coup, je ne vais pas forcément vous les présenter là, parce qu'on travaille après avec d'autres types de classes, notamment ce qu'on appelle les classes stream, donc ce qui représente en fait des flux. C'est encore autre chose en Java. Donc je l'aborderai peut-être soit plus tard dans le cours, soit dans une vidéo tutoriel en annexe. On verra ce qu'il faut. Je pense qu'il faut quand même en parler en Java, c'est quelque chose d'important. Mais je vais pas forcément le faire là, ça ferait beaucoup de choses à assimiler en un coup. Et on va déjà voir pas mal d'éléments, mine de rien, sur cette vidéo. Donc en tout cas, voilà, vous avez les différentes comme ça méthodes que vous pouvez utiliser. Et il y a aussi possibilité d'ignorer des caractères, si vous voulez par exemple ignorer quelques caractères avant la lecture. Donc par exemple ici, de faire un petit voilà, skip, et puis vous ignorez 5 caractères par exemple. Donc c'est une valeur de type long, hein, donc on peut mettre des valeurs très grandes si on veut. Et là bien sûr, en fonction de ce qu'on lit, voilà. Donc là comme j'en ai passé 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez ça a bien compté les caractères. Il commence donc la lecture à partir de F, c'est-à-dire ce qui est resté de la ligne, d'accord, automatiquement. Parce que une ligne s'arrête au moment où il y a un retour à la ligne. Donc un anti/n ou anti/r, ou les deux selon le système d'exploitation. Et c'est ça qui permet au système de détecter où s'arrête en fait la fin de la lecture d'une ligne. Comme ça, vous avez les différents éléments. Donc ça, c'est ce qu'on fera principalement pour de la lecture, même s'il y a plein d'autres méthodes aussi, on peut faire bien évidemment beaucoup de choses, mais vous avez en tout cas le principal pour ça. Pour faire de l'écriture, on peut mettre un peu plus d'infos. Alors, enfin, il n'y a pas tellement de gros changements en fait, puisqu'on va juste travailler avec un buffer de writer cette fois-ci. Donc je vais l'indiquer ici. Voilà. Alors on peut éventuellement indiquer après aussi un encodage, je ne l'avais pas fait pour le buffer reader, et on peut aussi indiquer un mode d'option d'ouverture, ça on va peut-être le voir rapidement parce que c'est une énumération. Donc comme ça, ça fera suite un petit peu à ce que vous avez vu dans la séance précédente notamment, si vous vous en souvenez. Donc si je vais faire ça, writer, on va l'ouvrir tel quel ici par défaut. Je vais laisser info, on va l'ouvrir sur ce même fichier, donc ça je ne change pas le chemin. Buffered writer, new buffered writer, toujours pareil. On changera ce qui est un peu ici. Par contre, je vais changer le nom parce que c'est un writer et pas un reader. Voilà. Et tout ça est bon. Et d'ailleurs, j'avais laissé vide ça, mais en fait, plus besoin à ce stade. Donc, comme d'habitude, comme vous avez remarqué, on le faisait souvent dans Java. Quand on voulait faire lecture ou écriture, souvent c'est juste un changement de nom de classe. Et comme on est basé sur des interfaces, donc des implémentations d'interfaces similaires ou issues d'une classe abstraite similaire qui est implémentée, vous retrouvez généralement les mêmes méthodes quasiment, sans avoir beaucoup de changements de nom. Après, les méthodes de lecture ne sont pas des méthodes d'écriture, bien évidemment, mais les termes sont toujours assez génériques et donc très simples à retenir. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire directement, c'est de passer à l'écriture. Alors l'écriture, il y a une petite particularité, vous pourrez, bien évidemment, indiquer directement un seul caractère. Donc je peux m'indiquer son code, si je veux faire un A minuscule, je peux noter ça directement comme ça, d'accord. Ou noter bien sûr sous cette forme, si je veux, ça c'est vous qui voyez. Parce que de toute façon la conversion sera faite à un caractère et évidemment codé suivant une certaine valeur. On peut bien sûr faire chaîne de caractères aussi. Donc si je mets bonjour, on aura une chaîne. Donc là, je vais directement recompiler ça pour qu'on voit un peu ce que ça nous donne. Voilà. Est-ce qu'il l'a mis à jour? Oui, voilà. Donc là, vous voyez, par défaut, il a effacé l'ancien contenu, donc comme s'il avait créé en fait un nouveau fichier qui venait écraser l'ancien, et ça a écrit tel quel ce que j'ai mis. Si je fais maintenant ceci, montrer un petit peu, voilà, hop, voilà ce que ça nous donne, d'accord. La petite particularité justement, c'est ce retour à la ligne. Vous devez le gérer, comme le retour à la ligne change d'un langage à l'autre, et bien ils ont fait une méthode en Java pour pouvoir gérer ce retour à la ligne. Ça, vous embêtez pas avec en fait quel système vous êtes, quel est le type de retour à la ligne à appliquer, donc les caractères à écrire. Là, vous faites juste un new line et vous vous embêtez plus en fait avec tout ça. Ça, vous pouvez gérer vos retours à la ligne exactement là où vous le voulez. Voilà. Donc bien pratique à ce niveau-là. Vous remarquez d'ailleurs qu'à la fin, il n'y en a pas un qui est fait. Il n'y a pas une ligne vide en fait à la fin du fichier. Donc écriture très simple à gérer aussi, et vous avez comme ça voilà trois méthodes bien pratiques à utiliser. Enfin celle-là qui peut être sous plusieurs formes, je vous dis, soit d'afficher de gérer un petit caractère, donc des 65 par exemple, soit vous faites directement sous forme de chaîne de caractères, et ça fait le travail aussi. Voilà, petit A majuscule. On peut aussi pour write indiquer, je peux faire ceci, donc ma chaîne, l'offset, donc le point de départ, par exemple, je mets 2, et puis le nombre de caractères que j'ai écrit,
et je mets 5. Et si vous n'avez pas compris ce que ça fait, bah, regardez visuellement, vous allez très vite comprendre. Voilà. Donc en fait, je suis parti à partir de l'indice 2, d'accord, et j'ai écrit 5 caractères de la chaîne que j'avais spécifiée ici, qui pourrait d'ailleurs bien sûr être depuis une variable. Alors, ça c'est pas... Là pour le coup, il n'y a rien de nouveau, hein, bien sûr. Si je fais ceci, voilà, ça marche évidemment. Et si vous ne pensez pas que c'était le cas, il va falloir vraiment revoir les anciennes séances du langage. Ça fait partie des choses bien sûr qu'on fait en programmation, donc de passer des valeurs à partir de variables ou des valeurs brutes directement. Hein, ça c'est à vous de voir selon les besoins et les usages que vous avez. Comme ça, nous avons vu ce qui me semblait être, alors oui, pour l'écriture, comme je dis, on peut aller un peu plus loin sur les modes d'ouverture, en tout cas le mode finalement d'écriture, parce que là, vous voyez que ça fait une troncature, en fait, ça tronque le fichier, donc c'est un mode en fait qu'on peut retrouver aussi. Et pour ça, on va pouvoir le passer, alors ça va directement ici. Donc lui, normalement, il se met dans, je pense qu'il est aussi là-dedans. Je crois que c'est dans File aussi, puisque c'est avec Standard Open Option, voilà. Et je peux le spécifier là. Je vais l'appeler mode, de toute façon j'ai pas trop d'idées dans le terme. Et ici nous avons une énumération, notamment. Alors ce qu'on peut voir, par exemple, c'est de pouvoir charger... Alors le mode comme on l'a donc en écriture, bon si on avait un mode simple, voilà, écriture on aurait ça, d'accord, il n'y a pas de surprise. Et quand on a en fait le fait de tronquer donc un fichier qui existerait déjà, on va avoir cette valeur là. Truncate existing, pardon, il n'y a pas de S, ça n'aurait pas de sens, pour que ça tronque en fait, d'accord, ce qu'il y a déjà. On peut aussi choisir de créer un fichier s'il n'existe pas, donc on a le mode notamment create, qui fonctionne très très bien pour ça, et on peut avoir un autre mode aussi, qui est create new, et qui là va entraîner une erreur en plus si le fichier existe. Donc ça dépend aussi de l'usage que vous avez. Si vous voulez absolument en fait partir d'un fichier qui n'existe pas déjà, et bien vous pouvez utiliser ce mode là qui fera que ça va générer une erreur si le fichier existait déjà avant, bien sûr, de vouloir l'ouvrir. Voilà. Et après, on a le plus classique, on va dire qu'on trouve très très souvent, qui est happened. Happened qui va en fait partir du principe avec le fichier déjà là ou pas, mais bon, qu'il soit là ou pas, de toute façon ça ne changera pas grand chose. Et va toujours écrire à la fin, d'accord? Donc on va pas écrire au début du fichier. Donc si vous ouvrez le fichier, vous écrivez quelque chose dedans, si plus tard vous réécrivez quelque chose dedans, ça se mettra bien sûr à la suite, et le curseur ne sera pas au début du fichier, en venant éventuellement écraser ce qu'il y avait derrière. Et après, autre mode, ça c'est plus quand on veut par exemple un fichier temporaire pour noter certaines petites infos, et bien c'est bien sûr un fichier qui va se supprimer à la fermeture. Donc un mode delete on, je vais y arriver avec mes majuscules, hop, close, d'accord. Et là pareil, vous pouvez spécifier ça. Une fois que vous avez ce mode là, alors c'est directement passé en fait ici, donc dans les options. Alors normalement on peut même avoir l'encodage, c'est-à-dire qu'on pourrait parfaitement faire ça aussi. Alors là c'est autre chose par contre l'encodage. L'encodage ça va être... Je vous montre plusieurs possibilités encore une fois, c'est vraiment... Normalement la classe doit se trouver ici également. Et vous pouvez comme ça... Normalement il n'y a pas de problème puisque c'est géré en fait, c'est géré directement. Donc là pareil, méthode statique, for name. Et vous pouvez éventuellement ouvrir avec un autre encodage. Mais par défaut c'est déjà de toute façon ouvert en UTF-8. Pour ensuite comme ça avoir le buffered writer, vous pouvez spécifier donc le fichier, l'encodage en second et le mode en troisième, donc qui est l'option en fait d'ouverture du fichier. Voilà. Donc là d'ailleurs justement comme je l'avais fait en suppression à la fin, enfin la fermeture en tout cas, hop, voilà, et vous voyez que le fichier a bien été supprimé. Donc bon, ce qu'on a écrit dedans du coup n'a pas beaucoup de sens. Mais encore une fois, c'est un usage pour un fichier temporaire. On a juste besoin de mettre des choses dans un fichier temporaire qui n'est pas gardé ensuite après la fermeture du fichier en question. Donc c'est une possibilité comme ça qu'on peut avoir. Donc là je vous ai montré le principal, d'accord, sur lecture, écriture de fichiers, c'est ce qui va revenir le plus souvent. Et pour finir un petit peu avec cette séance, on verra quelques petites autres méthodes pour faire un peu de manipulation. Je vais bien évidemment pas tout montrer, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les fichiers, les systèmes de fichiers, les espaces de stockage, tout ça. Mais voir un petit peu ce qui peut revenir, on va dire, de manière assez récurrente, en utilisant un peu les différentes classes ici que je vous ai montré. En particulier, surtout celle-ci. On s'en est pas finalement beaucoup servi. Vous imaginez bien qu'il y a plus que ça, finalement, dans l'usage que l'on peut avoir. Donc par exemple, je peux vérifier l'existence d'un fichier. Alors toujours pareil, alors, je vais enlever tout ça. Même si c'est vrai que je devrais éventuellement... Non, je vais laisser quand même faire ça dans un try. Voilà. Et on va partir toujours de ça. Hop.
et faire ce fichier. Donc par exemple, est-ce que ce fichier existe finalement? On pourrait regarder ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer par Files. Donc cette classe, encore une fois, qui a plein de méthodes en fait utilitaires. Et ici, je peux vérifier l'existence d'un fichier. Donc par exemple, est-ce que mon fichier là, donc ce chemin là en fait existe? Alors par contre, ça si je le... Alors j'afficherai bon, le booléen, hein, bien sûr, c'est pas... Là, le plus intéressant, c'est de mettre ça dans une condition et de faire quelque chose en fonction. Mais là, c'est plus pour vous montrer rapidement. Never thrown, sinon, je peux l'enlever hein, s'ils veulent bien. Le problème, c'est que quand il va y avoir besoin, il va falloir que je le remette. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc là il me dit false, le fichier évidemment n'existe pas. Alors il s'appelait info.txt, donc on va en refaire un. Voilà. Et là le fichier existe, d'accord? On a bien l'existence du fichier cette fois. Donc on a cette prise en compte avec cette petite méthode exist qu'on peut faire directement depuis cette classe file, donc qui est pas mal pratique. Ce qu'on peut faire aussi avec cette classe-là, c'est la création d'un fichier. Alors, ça peut être pas mal aussi. Alors, on peut indiquer le chemin. Alors, il faudrait éventuellement indiquer le fichier qu'on veut. Donc, genre new file point truc. Voilà, ça au moins. Hop. Et là, toujours en passant par files, create file. Et là, je peux indiquer F. Donc ça partira bien sûr de là où je suis, puisque je ne précise pas de sous-dossier, donc on est à l'endroit en fait où l'exécutable est exécuté, ce qu'elle veut dire. Et là, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, parce que rien ne garantit bien sûr que ce soit possible, hein, avec toutes les permissions des répertoires, tout ça. Il faut peut-être gérer ça. Non, je mettais le message, moi c'est mieux. Voilà. Hop, et le fichier a bien été créé. Il ne contient bien évidemment rien puisque c'est truc, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, ça marche. Voilà, donc on a comme ça cette possibilité-là. On peut bien sûr faire ça avec des répertoires aussi. Donc pareil, on pourrait faire ça dans un autre chemin. Hein. On pourrait avoir indiqué un autre répertoire qui existe. Alors là, ce que je peux faire, c'est... Normalement, je pense que si on lui met ça comme ça directement... Donc le chemin en fait pour un répertoire... Cette fois-ci, c'est directory. Toujours depuis files, hein, ça ne change pas. Et vous avez comme ça cette possibilité-là. Si j'ai pas fait d'erreur, et voilà, comme ça vous avez un répertoire qui est créé. Donc plein de gestions comme ça vous pouvez faire. Après, du coup, vous pouvez vous déplacer dedans. Vous pouvez redéfinir ici un chemin à partir du répertoire que vous venez de créer. D'accord? Donc en fait, en partant depuis la racine, puis ensuite vous faites un petit slash qui est le séparateur classique en programmation, et vous indiquez le répertoire que vous aviez. Donc en passant par cet objet-là, hein, parce qu'il est là-dedans. Et après, vous pouvez comme ça éventuellement créer des fichiers dedans, faire des vérifications, ouvrir un fichier pour lecture, pour écriture, ou que sais-je. Et vous avez comme ça plusieurs vérifications. Voilà, donc ça c'est très pratique à ce niveau-là. D'ailleurs, puisqu'on fait la distinction quand même entre répertoire et fichier, vous avez aussi les petites méthodes pour le vérifier. Donc on peut à tout moment, même si là encore une fois, bon, ça va pas avoir beaucoup de... Beaucoup, je vais le... Voilà, ça évitera de supprimer à chaque fois. Donc, par exemple, on peut faire un petit println, donc ça change pas, et depuis files, d'accord, de vérifier en fait si nous avons un répertoire ou un fichier. Donc est-ce que dire par exemple est un dossier? Là il nous indique bien que true. Si vous voulez vérifier que quelque chose est un fichier, c'est regular file, comme ceci. Voilà. Et là bien sûr, il nous indiquera false puisque nous avons un répertoire ici. Voilà, machin est un répertoire, en revanche c'est des trucs, ce serait autre chose, donc on aurait comme ça d'autres méthodes possibles à utiliser. Et enfin, ce qui peut être pas mal, c'est tout ce qui est par exemple, on peut voir vite fait déplacement, etc.
genre vite fait, que bon, après la copie c'est un peu pareil, hein, c'est juste la méthode qui change. Je vais vous montrer ça, puis on terminera avec la suppression. Enfin, comme ça on aura fait un peu le tour des, on va dire, des différentes fonctionnalités classiques qu'on peut avoir sur la gestion de fichiers. Alors pour le déplacement, bah, simplement, là on a justement envoyé un répertoire machin, j'ai mon fichier ici, donc là c'est un peu particulier en soi, pardon, puisqu'on va devoir spécifier l'un et l'autre. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'on a ce répertoire là, voilà. Et vous savez, vous avez peut-être remarqué si vous faisiez par exemple, vous utilisiez vos langages en ligne de commande, hein, sur Linux, même sur Windows, macOS, que quand on par exemple veut déplacer un fichier, on peut également se servir de ce genre de commande pour renommer un fichier. Puisque vous avez en fait le fichier de départ avec son nom de départ, et ensuite vous avez le chemin de destination, et si vous changez le nom du fichier sur le chemin de destination, et ben en fait ça va renommer le fichier. Et d'ailleurs si vous ne changez pas du tout le chemin, mais vous changez juste le nom du fichier, entre la source et la destination, et ben ça fait un renommage de fichier en fait, il n'a juste pas bougé. Et ben Java va retrouver un peu va garder un peu ce même principe, puisqu'on travaille beaucoup avec les systèmes de fichiers, c'est un peu le principe de toutes ces classes, hein, qu'on a ici en Java. Il y en a plein d'autres, hein, on est loin d'avoir tout montré, même si on a vu ce qui se fait plus couramment ici en Java. Et ben on va spécifier ça. C'est-à-dire que là on a un fichier classique, alors mettons, je vais reprendre mon fichier là, new file, voilà, .truc. Lui c'est lui qu'on avait. Donc on va refaire ça comme ça, d'accord? On va mettre ça, c'est file source. On va faire ça comme ça. Path.get et c'est new file.truc. D'accord? Ça c'est mon fichier. Je veux déplacer ce fichier dans mon répertoire machin. Donc il me faut le chemin vers ce répertoire machin. Donc machin dire, voilà, j'aime bien ces noms de variables. Ok, et là, comme c'est à partir de l'endroit où je suis, bah, c'est juste ce répertoire. Ok. Et maintenant, bah, je vais pouvoir faire le déplacement entre les deux. C'est-à-dire qu'ensuite, je peux spécifier le fichier, si vous voulez, de destination. Donc si j'ai besoin d'un autre nom, donc par exemple file destination, je sais pas moi, new file, ou alors plutôt new file.newTruc, donc en gros que ce fichier devienne ce fichier, mais que le contenu ne change pas. D'ailleurs ce qu'on peut faire peut-être c'est, parce que sinon on peut tricher, attention c'est un fichier secret avec bien sûr les identifiants les plus utilisés. Ah non, j'ai dommage, 1, 2, 3, 4, 5, allez un petit 6 pour faire plaisir, voilà. Donc on a tout ça, donc le nom du fichier source, le nom du fichier destination et le répertoire dans lequel on veut le déplacer. D'accord? Donc déplacer, on ne peut pas faire une copie, mais vraiment un déplacement. Et à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est de passer par file. Alors, voilà, d'ailleurs, il faudrait même dire qu'on est en chemin, en fait, le chemin qu'on voulait, parce que c'est... Ici, ce n'est pas ça que je veux faire, c'est de partir justement sur mon répertoire. Ah non, mon répertoire, il est là. Oui, mon répertoire est là. Donc il faut que je le fasse sur ça. Et ici, il faut qu'on parte du répertoire qu'on a et qu'on lui donne en fait la résolution. Donc on fasse resolve pour avoir notre fichier là. Et normalement, j'ai rien oublié, on peut faire move de la source. Donc c'est ça. Et la destination. Voilà. Donc lui, vous voyez, il sert en fait le répertoire qu'on a déplacé pour pouvoir ensuite obtenir la résolution du nom ici pour avoir le chemin complet, d'accord, par rapport à la destination. Alors je suis peut-être gouré parce que encore une fois, comme j'ai plein de choses à vous montrer, que je m'enregistre, c'est pas toujours pratique. Et il faut bien sûr, hein, bah oui, sinon c'est pas drôle. Hop, mettre ça, bien évidemment, parce que pareil, hein, aucune garantie que ça fonctionne. Voilà. Bien joué. On exécute et le fichier a été déplacé. Est-ce qu'il a bien changé de nom? Oui, vous voyez, c'est bien devenu newfile.newTruc. Et normalement, si je vais dedans, bien sûr, on n'a pas perdu le contenu, parce que sinon, ça veut dire que c'est pas le même fichier qu'on a triché, et c'est bien le même fichier. Voilà. Donc ça, j'ai pas fait d'erreur, tout va bien. Voilà. Donc, on a vraiment, encore une fois, vous voyez, notre fichier source, le répertoire dans lequel on veut le déplacer. À partir de ce répertoire, on a un autre chemin pour avoir la destination, d'accord, le chemin de destination.
on utilise la méthode resolve pour obtenir toute en fait, la résolution du nom en fait, pour avoir le chemin complet, avec bien sûr le nom que prendra le fichier, si on veut le changer, bien sûr, c'est pas obligatoire. Et après, vous utilisez une petite méthode move. Vous pouvez faire la même chose pour copy, donc normalement, si... alors oui, du coup, il a pas, oui, le nom, il est là. Faut que je refasse ça, que je le remette ici, que je mette son ancien nom, donc c'était truc. Et logiquement, juste ça, si je fais copy, normalement c'est bon. Copy, pardon, pas copy, je sais pas pourquoi. Voilà, hop. Ah, erreur par contre cette fois-ci, il n'a pas voulu qu'on ait le nom. New file, new truc. Ah oui, parce que oui, il faudra que je le copie tel quel. Hop. Voilà, il existait déjà, du coup il dit ben... Voilà, vous voyez, new file, il est resté ici, mais on a fait une copie et le fichier qui a été copié, on l'a quand même renommé. Du fait que je lui ai indiqué ici un autre nom. Donc il a été renommé en même temps d'être copié. Voilà, et puis bon, après on peut faire, bon c'est le plus classique. Ici pour ce qu'on a, qu'est-ce que je peux montrer ici aussi avant la suppression, la taille d'un fichier aussi ça peut servir. Mais bon là c'est plus simple, c'est en gros vous avez votre fichier là. Hop, et puis vous faites un... normalement, il ne va pas... Hop. Donc en octet. Files, ça doit être size, et c'est lui. File source. Et bien sûr, ça a planté... New file truc. Ah oui, le cherche pas au bon endroit là par contre. Ouais, je l'ai pas au bon endroit. Ouais. Normalement vous avez la taille, donc avec la méthode size. Pour le différent, bien sûr fichier que vous voulez, donc bien sûr si je pars d'une... Ah bah non, j'avais un faux, tiens je vais le refaire sur celui-là. Sur lui. Parce que pour lui là, j'étais dans le fichier machin là. Il y a trop de répertoire en fait, faut enlever tout ça. Hop. Ok. Oui, j'arrive. Tac. Voilà. Voilà, comme forcément je vous montre plein de choses d'un coup, c'est vrai qu'il faut pas aller trop vite non plus. Voilà, donc là bon 0 parce que oui, on a un fichier en fait qui est tellement petit que quand ça arrive à une certaine limite, il considère que le fichier fait 0, mais bien évidemment il fait pas 0, il contient quelques petits caractères. C'est juste qu'il est peut-être un peu trop petit pour afficher quelque chose. Je sais pas si en lui ajoutant plus d'éléments il en mettrait. Tac 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 tac. Voilà, il fait pas 0 là. 11 kilooctets. Il a bien mangé là. Voilà, voyons, on arrive à la taille déjà. On s'en rend un peu plus compte ici. Et pour terminer, attention, incroyable bien sûr, parce qu'on va bien supprimer ce petit fichier là. Et bon, on va faire un petit files.delete de f. Et vous pouvez même faire, en fait, vérifier, supprimer un fichier s'il existe seulement. Donc ça, bon, c'est plus quand on fait de la programmation concurrente que ça peut servir, pour éviter notamment de provoquer des erreurs. Parce qu'évidemment, celle-là, si le fichier existe, ça le supprime. S'il n'existe pas, c'est pas grave, ça va ignorer. Pour l'autre, si le fichier n'existe pas, forcément, ça va déclencher une exception, enfin déclencher une erreur. Et automatiquement, ça peut poser problème si vous travaillez dans un environnement multi-threadé. Donc là, suppressionne, et vous voyez que le fichier a bien disparu. D'ailleurs, on pourrait supprimer le fichier app.class, ce qui serait un peu bizarre, parce qu'on supprime finalement le fichier qui sert ensuite à l'exécution du programme. Mais c'est pas grave. Du coup, ça change complètement tout. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour sur cette gestion de fichiers. En tout cas, ce que je voulais vous montrer. Donc, il y a beaucoup d'éléments, comme vous l'avez vu. Il y a beaucoup, là, pour le coup, de méthodes de classes qu'on a manipulées. Et
En plus, il est possible qu'un jour, vous tombiez sur des codes avec les vieilles versions de l'API de Java, donc NRIO en première version, voire même IO tout court, hein, avec les anciennes classes qu'on utilisait à l'époque. Donc le langage, bien sûr, bien évidemment, a un très très gros historique et propose pas mal d'outils qui sont toujours utilisables aujourd'hui. Donc ça peut être assez déroutant au départ. Moi, je vous ai montré ce qui était en tout cas ce qui me semble le plus essentiel et vraiment minimum à connaître pour ça. Après, bien sûr, vous pouvez aller un peu plus loin si vous voulez manipuler vos fichiers d'une autre manière encore, ou les systèmes de fichiers. Mais vous avez en tout cas ce qu'il faut pour la suite de notre formation en Java. S'il y a des questions, n'hésitez pas surtout, pensez à bien mettre en pratique tout ça, expérimenter, ne vous contentez pas encore une fois de ce que je peux montrer en vidéo, faites un maximum d'exercices, faites-vous des petits programmes, créez des fichiers, gérez tout ça, voilà, de pouvoir avoir un programme en fait qui fait toute votre gestion de fichiers, une arborescence. Voilà, il y a plein de manières de s'entraîner, de s'exercer à ça pour bien comprendre et bien savoir manipuler ces différentes classes et les méthodes qu'elles proposent. Et comme ça, vous serez tranquille et vous pourrez passer à la suite. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bon codage à tous, ciao ciao.